Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Défense des droits humains, quels défis et enjeux au Mali, c'est le thème du Grand Dialogue de ce soir qui est un partenariat entre Studio Tamani et Frontline Defender. Et nos invités sont Madame Diallo Assaba Keïta de la Coalition malienne de défense des droits humains, Alassane Traoré de la Coalition Anti-Sida et Modi Samba Touré de l'UNTEM Kidal et de la Coordination malienne des organisations des victimes civiles. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Monsieur Modi Samba Touré, aujourd'hui, quels sont les défis auxquels les défenseurs des droits humains sont confrontés au Mali? Merci beaucoup, Monsieur Touré. Donc, je suis très content, très heureux de représenter mon organisation qui est ma centrale syndicale et la coordination des victimes civiles. Donc, effectivement, les défenseurs des droits humains sont confrontés à d'énormes défis, à savoir des défis liés à la justice sociale, des défis liés à l'équité, des défis qui sont liés aussi à la sécurité. Donc, en exemple de tout ça, je vous rappelle qu'en 2014, les réseaux des défenseurs des droits humains, dont ma collègue Assaba est même membre, en partenariat avec un partenaire Freedom House à son temps, avait initié une enquête pour répertorier les victimes dans tout le territoire qui a connu la crise, à travers le Mali. Il y a eu une équipe qui était allée à Kidal, une équipe à Gao, à Tombouctou, à Ségou, à Mopti et à Bamako et Kati, pour non seulement essayer de recenser les victimes, et aussi les organiser. Effectivement, les réseaux les avaient organisés aussi en organisation de victimes, que j'appelais la coordination nationale des associations de victimes, et que cette coordination, lors de ces trucs, lors de cette mission, moi je suis allé à Kidal, et j'ai eu la malchance d'être au mauvais moment et au mauvais lieu. Et en 2014, le 17 mai 2014, lors du départ de Mara, c'est de là que malheureusement j'ai ramassé 7 balles et j'ai eu 3 au niveau de la cheville et 4 au niveau de la hanche. Et heureusement, c'est à travers les organisations aussi de défense des droits humains. Je ne vais pas me à tout citer, la COMADDH, je ne sais pas, WILDAF, etc. J'en passe, à travers vraiment leur soutien moral et le soutien de leurs partenaires, dont Frontline Defender en fait partie, parce que c'est Frontline Defender qui m'avait envoyé au fond, qui m'a fait quitter Gao pour Bamako. Vous voyez? Donc, c'est des choses, des trucs que on cite comme ça. Vous voyez? Donc, c'est des défis, mais des défis qui ne peuvent pas nous dévier de notre objectif. Être défenseur des droits humains, c'est être un homme engagé ou une femme engagée. Donc, on fait tout pour la justice sociale. On fait tout pour le bonheur vraiment pour le bonheur des populations. Donc, en quelque sorte, c'est de ça que je voulais vous en parler. Et en 2015 aussi, j'ai eu le privilège de participer à la plateforme aussi à Dublin de Frontline Defenders pour aller expliquer les problèmes auxquels les défenseurs des droits humains vivent, les problèmes auxquels les défenseurs des droits humains au Mali sont confrontés. D'accord, et on va parler de ça en détail tout de suite. Alors, Alassane Traoré, par rapport aux défis sécuritaires aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails par rapport à ce qui peut rendre difficile le travail des défenseurs des droits humains? Bonjour M. Touré, bonjour à tous. Et on remercie le studio Tamani et Frontline Defenders pour cette initiative du grand débat. Je pense qu'en termes sécuritaires, le défi, c'est que chaque défenseur des droits humains sont confrontés à un défi de sécurité, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau digital. Tout le processus même de défense, ça demande vraiment un certain plan de sécurité au préalable. Parce que le travail des défenseurs des droits humains n'est pas très bien compris. Et dans beaucoup de pays,
les droits humains et les lois se confondent. Les réalités socioculturelles se confondent. Et c'est juste le fait d'aller pour le respect des droits de tout le monde, sans discrimination, sans stigmatisation, qui concerne l'être humain, mais pas vraiment les lois ou les pensées des normes socioculturelles. Mais c'est une question de droit de la personne, une personne de l'individu qu'il s'agit. Donc, en tant que défenseur, en défendant une communauté, une cause, dans les pays, il y a beaucoup de défenseurs humains qui sont mis vraiment en prison, qui sont victimes de violences, d'abus et parfois d'emprisonnement. Parce que le travail, c'est vraiment d'apporter un message en tant qu'être humain. Et là, ces défis sécuritaires sont très, très importants, mais cela fait partie du risque des métiers. C'est parce qu'on ne peut pas être défenseur vraiment sans aller à l'encontre des lois, sans aller à l'encontre des normes sociales qui constituent... Pourquoi aller à l'encontre des lois? Est-ce Quand que je ça dis veut des dire lois, que les lois sont limitées? Il y a des lois qui sont très limitées dans les pays. Parce que quand on parle de droits humains, on parle de toutes les composantes des droits humains. Les droits humains sont bien connus et fondamentaux. Et on ne peut pas accepter un droit et omettre l'autre. C'est ça le problème. Et parfois, en voulant le respect, quand je parle de le droit de la santé ou peut-être droit à la non-discrimination, et qu'il y a des personnes qui se sentent discriminées, soit en lien avec leur santé. Moi, j'ai beaucoup évolué dans les questions de droit pour la santé, dans le milieu du VIH, et je vois vraiment beaucoup d'actes qui concernent les gens qui sont victimes du VIH ou qui sont affectés par cette maladie, qui voient leurs droits privés, leur vie privée, se voient différents et parfois qui n'ont pas accès à certains services de santé, pas parce que les services n'existent pas, mais parfois par le regard des gens et de la société sur le statut en tant que séropositif. Donc je pense qu'en termes de sécurité, il y a beaucoup qui omettent vraiment la protection qu'il faut pour ces défenseurs de droits humains, qui est essentielle vraiment pour le moteur de développement dans une société. D'accord. Madame Diallo Assaba Keïta, en tant que représentante de la coalition malienne de défense des droits humains, aujourd'hui, en quoi consiste le travail d'un défenseur des droits humains? Ok, merci Monsieur Touré de m'avoir donné la parole au nom de ma coalition. Je remercie tout un chacun et Frontline Défendeurs et Studio Tamani. Également, en ce qui concerne le défi aujourd'hui pour moi, pour les défenseurs de droits humains, on en a beaucoup dit. Beaucoup a été fait déjà. Je ne vais pas revenir sur mes prédécesseurs ont déjà dit. Pour moi, aujourd'hui, le grand défi que les défenseurs des droits humains ont maintenant, c'est une loi les protégeant entièrement. On a une loi, mais sans décret d'application. Donc, ça... mais qu'est-ce que cette loi va pouvoir changer? Ça va vraiment faciliter la vie des défenseurs des droits humains parce qu'on va se sentir à l'aise dans notre travail de tous les jours quand on a une loi te protégeant contre les abus de tous les jours ou contre les infractions qu'on te fasse. Justement, votre travail, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites en tant que défenseur des droits humains? Quand on parle de défenseur... on défend quand même les causes de ceux qui n'ont pas le voix, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de s'adresser comme ça. Donc, nous, c'est une conviction qu'on a de défendre nos semblables, de prendre leurs préoccupations et d'essayer quand même de trouver une solution à ça. Donc, le mieux, ce sera aussi, on risque tous les jours notre vie sur le terrain en tant qu'homme, parce que si je dis homme, je dis entre parenthèses grand H. Donc, si le travail de tous les jours arrive quand même, on arrive à se sentir mieux, là, dans le travail va être encore, on va se... Comment je vais dire ça? Ça va nous permettre quand même d'évoluer dans le travail de tous les jours, de faire le travail sans crainte, ni rien. Mais tant qu'on sent qu'on n'a pas vraiment cet outil de protection à notre vraiment apport, le travail, ce sera un peu difficile. Donc le mieux aujourd'hui pour nous, certes, ça a été, comme j'ai dit, il y a beaucoup qui a été déjà fait avec l'adoption de la loi du 0012 du 1er janvier 2018. Moi, je pense que beaucoup a été déjà fait. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, ça quand même, c'est le décret d'application qui accompagne l'application de cette loi, disons. Parce que sans ça,
le travail des défenseurs des droits humains est incomplet. D'accord. Est-ce que vous partagez cet avis, monsieur Modi Sambatouri? Non, effectivement, ce que Samba dit, c'est-à-dire que le travail du défenseur des droits humains, c'est de veiller à l'application correcte de la justice sociale. C'est vrai, beaucoup a été fait, comme elle l'a dit, il y a eu la loi, mais il y a eu quelle loi? Parce que les défenseurs des droits humains, on se rappelle depuis l'élaboration, c'est parce que ce n'était pas seulement la loi de protection des défenseurs des droits humains. Il y avait la loi de protection des défenseurs des droits humains et la loi aussi de promotion, de protection des victimes et de leurs témoins. Donc c'est les deux, c'est la commandante HMM qui est porteuse de ce projet-là. Effectivement, avec Frontline Defenders, on a été défendre ça jusqu'à l'Assemblée nationale. Et les députés, en ce temps-là, qui nous ont réussi le jour, ils étaient tous unanimes là-dessus parce qu'eux-mêmes se reconnaissent défenseurs des droits humains. Parce que quelqu'un qui fait de la politique, sûrement tu critiques souvent. Tu critiques l'État. Il y a des choses que l'État... Il y a des programmes qui ne vont pas... qui n'arrangent pas la société, qui n'arrangent pas la communauté dont eux, ils les représentent. Donc, ils sont obligés. Donc, protéger les défenseurs des droits humains, ils se voient eux aussi protégés. C'est les termes qui sont sortis des bouches même des honorables chargés de la commission, de la sous-commission loi de l'Assemblée nationale. Donc moi je pense que là où nous en sommes aujourd'hui, il faut aussi que vraiment les défenseurs des droits humains, les différentes organisations de défense des droits humains qui se donnent la main et continuer la lutte. Parce que c'est une lutte qui aboutit à cette loi. Une autre lutte pourra aboutir aussi à l'application correcte et à la promulgation de la même loi. Ouais. Est-ce qu'une loi pourra réellement changer quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent beaucoup de gens le disent, qu'au Mali, il n'y a pas un problème de texte. Il y a surtout un problème d'application des textes. Donc, est-ce qu'une loi de protection des défenseurs des droits humains va changer quelque chose? En fait, en termes de protection, la loi est un acquis. C'est un acquis parce qu'il n'y avait pas de loi qui protégeait le travail quotidien de ces défenseurs des droits humains. Quand il s'agit de l'application, ça doit compléter cette loi. La question, c'est que beaucoup de lois sont prises, mais qui sont dans les tiroirs. Quand je dis c'est dans les tiroirs, c'est des lois qui ne sont pas diffusées dans toutes les langues nationales pour que les gens comprennent l'existence de cette loi. Donc, la loi, c'est un acquis. Quand il n'y a pas de loi, déjà, le point de départ n'est pas bon. Mais c'est maintenant, on travaille sur cette loi pour qu'elle soit comprise dans le pays. C'est ça maintenant le gros problème. Et au Mali, on constate qu'il y a beaucoup de lois qui sont là. Et maintenant, la mise en vigueur, l'application de cette loi n'est pas effective. Et même par les acteurs même de la justice. Parce qu'il y a une loi qui existe et les acteurs même principaux qui sont chargés de la justice n'ont pas connaissance même des détails de certaines lois. Donc, ce qui crée des abus, en tant que défenseur, les risques auxquels les gens sont confrontés dans leur quotidien. S'il y a une loi qui les permet d'aller vers la justice pour dire, voilà telle loi qui me permet de m'exprimer sur telle cause, c'est une liberté. C'est un très grand acquis. Et je pense que le travail qui a été effectué pour aboutir à cette loi, il doit redoubler d'efforts pour son application, non seulement ça, mais aussi pour aider tout le monde, quel que soit dans le pays. Un défenseur qui est au fond du Mali, qui ne comprend pas le français, doit comprendre dans la langue dans laquelle il peut, voilà une telle loi qui existe dans mon pays qui me permet, dans les activités que je mène, que je dois faire. Et c'est ce processus parfois qui manque. Donc les gens n'ont pas cette information. Mais de qui ou de quoi les défenseurs des droits humains doivent se protéger? Ils doivent se protéger un peu de tout parce qu'on touche à tous les sujets. On est un peu les personnes qui s'envolent un peu, on parle indépendant, porte-parole. Et en étant ça, on touche à l'humanité. L'humanité qui parle de l'humanité parle de la diversité. Et dans cette diversité, tu vas trouver qu'il y a beaucoup de composantes qui sont là. Et tu attaques les causes des personnes qui sont sans voix. Des gens qui ne peuvent pas porter une voix. Et parfois, on est conçu comme une menace pour la société. Parce qu'on dit, en vision des droits humains, en vision de l'humanité. Et là, parfois, les politiques, les décisions, la société ne comprennent pas. Tu vois, dans certains cas de mon expérience, les gens pensent qu'en tant que défenseur de loi, on cherche des droits spécifiques. Alors que ce n'est pas des droits spécifiques, c'est des gens qui ont des droits qui se font violenter. Et pour nous, c'est normal en tant que l'engagement personnel que nous avons, c'est normal qu'on dénonce ces violences et qu'on aide ces victimes qui ont besoin de ça. Et là, on devient vraiment, parfois, la source vraiment des problèmes du pays. Maintenant, pour t'accompagner un peu, permets-moi une minute. Effectivement,
C'est-à-dire il faut en réalité le premier risque, le premier risque même du défenseur des droits humains, c'est d'abord l'État. Je te donne un exemple palpable, un syndicat qui part en grève. La grève, qui ça touche? C'est l'État. Et qui seront à tes poursuites? C'est le même État. C'est l'État qui a l'armée, c'est l'État qui a la police, c'est l'État qui a sa sécurité d'État, etc., etc. Et les défenseurs des droits humains... La sécurité des cas aussi, vous menacez souvent. Hein? Non, donc tout ça rentre. Ouais. Et les défenseurs, le syndicaliste, il est obligé pour avoir justice sociale, la grève est une des armes. Obligatoirement, impérativement, quand les négociations échouent, il faut impérativement la grève, il faut les sittings, il faut aussi, je ne sais pas comment on l'appelle. Est-ce que toutes les grèves sont justifiées? Non, pas, c'est un exemple que j'ai donné, par exemple. C'est un exemple. Je dis qu'au moment où on échoue à la grève, on échoue la négociation, on part en grève. Et quand on part en grève, en ce temps, on sera obligé d'être... Écoutez, vous avez vu les deux grèves de l'INTEM, les grèves passées de l'INTEM. On a tenté par tous l'INTEM a tenté par tous les moyens, les correspondances, les négociations, les téléphones, les coups de téléphone. Mais au moment où les gens sont partis en grève, parce que l'État, il faut qu'il voit d'abord la force de la structure pour pouvoir la respecter. Et quand il y a eu une confrontation de force, et on était obligé d'avoir gain de cause, vous voyez. Donc les défenseurs des droits humains, leur protection est capitale, leur protection est incontournable, leur protection est une obligation pour tout État. Parce que réellement, les gens que nous défendons aussi, c'est des citoyens. Et quand on les défend, quand ils trouvent gain de cause, c'est l'État qui s'en glorifie. Prenons des organisations comme l'organisation de lutte pour accompagner les personnes vivant avec les VIH-Sida. Mais aujourd'hui, l'État s'en glorifie quelque part. L'État s'en glorifie quelque part sur d'autres plateaux. Et alors qu'ici, un débit, on ne pouvait pas en parler. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai eu à ajouter par rapport à l'intervention de Traoré. M. Traoré. À vous, Mme Diallo Assamaïga. Assaba Keïta, pardon. Comme moi je disais, sans loi de protection, le travail des défenseurs des droits humains devient complètement incomplet. Je vais dire même caduque, parce que c'est comme si on travaillait pour nous, pour notre cause. Alors que quand tu dis que tu es défenseur des droits humains, les gens vont dire, tu défends quel droit? Ouais, parce qu'il y a certains qui pensent que vous cherchez juste des financements. Juste tu défends, alors qu'il y a beaucoup d'associations qui sont créées, mais créées pour la population, pour le bien-être de la population. Mais est-ce que toutes ces organisations défendent réellement les causes des droits humains, ou est-ce que certaines également voient en ça un potentiel financement pour Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je ne veux pas m'aventurer également sur ce terrain-là. Mais est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui? Pas à mon connaissance. Ça peut exister. Je ne veux pas nier le fait, mais l'évidence qui est là. C'est pour d'autres organisations, mais pas à ma connaissance. Mais en tout cas, toutes les organisations auxquelles j'ai eu à travailler, je sais qu'eux, ils se battent quand même pour la bonne cause, pour la cause des populations, pour la cause de ceux qui n'ont pas le voix aujourd'hui. Donc, pour parfaire ce travail, moi, je pense qu'après la Côte d'Ivoire, qui a vraiment lutté pour avoir leur loi, après le Burkina Faso, moi aussi, je pense que le Mali va être le 3e pays, moi je pense, africain à avoir le décret d'application. Parce que déjà, la Burkina n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire a son loi et son décret d'application. Burkina, une fois que la loi a été déjà promulguée, et puis c'est fini. L'application, c'est direct. Alors que le Mali, on sait toujours le processus, on adopte une loi, on attend 10 ans après le décret d'application, et où on va le payer. Ça, vraiment, ça n'a pas de sens. Moi, je pense que le défi aujourd'hui, une fois on a eu la loi, disons,
Le défi aujourd'hui, c'est d'avoir le décret d'application qui accompagne et qui va vraiment compléter le travail des défenseurs des droits humains. On va travailler en toute quiétude, nous et notre famille. C'est une loi qui va nous permettre quand même de nous sentir en sécurité quelque part. D'accord. Alors, Monsieur Traoré, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque selon vous ce décret d'application? Est-ce que c'est parce qu'il y a des limites à combler ou est-ce que c'est juste une décision qui n'est pas encore prise? Moi, je pense que, comme on le dit, c'est une loi et il y a tout un processus. Et cela dépend des pays. Cela peut dépendre des facteurs. Parfois, la mise en application peut être parfois perçue à certains éléments même qui englobent la loi. Je vais peut-être venir sur un sujet un peu. Les défenseurs des droits humains doivent avoir une certaine liberté d'expression. Moi, dans mon travail, nous, on fait la documentation des violences. Et moi, je porte ces violences pour le partager, pour dire, voilà la situation. Entre ce que l'État présente au niveau international ou national, sur la qualité de protection de la population, des gens en tant qu'humains, et entre nous qui travaillons sur le terrain, les réalités, il y a parfois toujours des échangements. Parce que nous, on dénonce ce qui n'est pas dit. Donc maintenant, l'application d'une telle loi peut constituer un danger parce que ça donne une protection pour ces défenseurs et ça les aide à aller au fond de leur travail. Et je pense que parfois ce blocage se sent. Et il faut vraiment une union, comme M. Touré a eu à le dire, entre tous les défenseurs pour aboutir à cette application. Tous les défis qui se trouvent après la loi, parce qu'avoir une loi, parfois c'est un acquis. Mais tant qu'on ne continue pas chaudement de chercher un degré d'application de cette loi, la loi devient une loi fantôme. Ça devient une loi qui est dans les tiroirs. Et tu vas trouver que les gens l'oublient même, cette loi qui existe. Donc, toutes ces barrières, blocages, quelle que soit la Constitution, parce que c'est une question de droits humains qui constitue beaucoup de gens qui font beaucoup de travail, mais vraiment, ces gens qui sont là au quotidien à travailler dans ce secteur doivent vraiment avoir cette loi comme chapeau, parabole d'application et partout au Mali. Est-ce que vous êtes soutenu par la société civile, la population elle-même que vous défendez? Je dirais qu'on est soutenu par une partie de la population et parfois, il y a certaines parties de la population qui ne comprennent pas en fait le travail que nous effectuons. Parce que les gens, parfois, ont les pensées, si quand c'est moi, ça me concerne, je pense que oui, c'est bon. Mais quand ça concerne une autre personne et que je ne me vois pas dans cette lignée, parfois les gens pensent que non, c'est... Il y a toujours cette question de ça. Mais le plus important, c'est que les gens que nous représentons, les gens que nous défendons, comprennent que leurs préoccupations en tant qu'être humain, leurs droits qui sont violés sont pris en compte. Et ce soutien, tu l'as considérablement. Les gens sont prêts parfois à donner, même si ce n'est pas de façon physique, même si ce n'est pas de façon confidentielle, ils donnent en fait leur vécu qu'ils vivent. Je prends un exemple sur les femmes qui font des travaux de nuit, qui sont beaucoup violentées dans la nuit, mais qui n'osent pas en parler. Parce qu'elles se disent que la société va apporter un regard sur le travail qu'elle fait, au lieu en tant qu'une personne, une femme qui est victime d'abus. Donc ça, c'est des choses que nous, on peut porter pour signaler que le travail et l'abus, la violence en tant que personne, que la personne vit, a besoin d'une protection. Et parfois, les gens même de la sécurité donnent raison aux gens qui les violent. Et c'est ça. Parce que ces agents de la police sont là, normalement, quand une personne porte plainte pour un abus, c'est un Malien qui vient porter plainte. Donc, ce n'est pas le travail qui est lié à la personne, mais c'est la personne en tant qu'individu. Donc, tout ça, quand les gens sentent qu'il y a cette protection qui existe, il y a des gens, des acteurs, des personnes qui se mettent devant pour faire ça. Même dans les structures, on sait qu'en tant que défenseur, parfois, on est limité dans certaines structures. Parce qu'il y a certaines choses que tu veux évoquer. Il y a certains trucs qu'on te dit faire attention. Parce que là, ça risque de nous compromettre. Et là, c'est toute une structure. Et parfois, il faut faire l'engagement personnel pour dépasser ces barrières parce que tu n'engages pas ta structure, mais tu t'engages en tant que personne. Parce que tu as un devoir. Et en tant que... quand vous parlez de financement, je ne pense pas que la volonté de faire le travail de défenseur des droits humains est liée à un financement. Parce que c'est ta vie... Pas tous, pas tout le monde, mais généralement, c'est quelque chose de volontaire. C'est un engagement personnel. Et c'est la vie, c'est ta vie, c'est ta sécurité et celle parfois de ta famille. Pour lequel tu es également payé. Pas forcément. Ça vient généralement parfois de ta conviction, de ta façon de voir les choses et de ton engagement. Parce que tu prends certains risques, tu mets ta vie en danger, parfois celle de ta famille, mais
tu n'as pas de rémunération, mais tu veux vraiment avoir certaines données pour dénoncer des actes qui sont injustes pour toi. Donc, c'est une conviction personnelle. C'est comme des activistes, quoi. Et un peu ça. Le travail de défenseur, c'est un activisme dans le quotidien. Alors, aujourd'hui, oui, ça. Non, quand vous parlez de le fait que notre décret d'application, est-ce que c'est une volonté, la question, ou bien c'est... Voilà. Qu'est-ce qui retarde, quoi? Qu'est-ce qui le retarde? Moi, je pense que c'est vraiment une volonté politique. Parce que pourquoi adopter une loi et ne pas prendre son décret d'application? Qu'est-ce qui les en empêche? Moi, je ne vois pas la raison. Vraiment. Pour moi, c'est une volonté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? À nous, maintenant, les défenseurs des droits humains, doit se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour au moins booster la volonté de ces preneurs de décision? Parce que si ça tenait qu'à nous, le décret d'application après 3 mois également, et après comment je vais dire, la loi, la proclamation de la loi, le décret d'application après 3 mois, c'était déjà dans le sac, hein, si on nous demandait ça. Donc, pour moi, ce n'est pas un manque de moyens, c'est un manque de volonté qui est là. C'est un manque de volonté flagrant de nos décideurs qui est là. Qu'ils ne veulent vraiment pas... En ce sens où on avait vraiment espoir, d'autant plus qu'on avait un ministère des droits de l'homme. Un ministère des droits de l'homme on a avec nous. Également jusqu'à présent une commission nationale des droits de l'homme qui se bat vous voyez, qui pour aussi ça. avec ses Donc organisations. Pour moi maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il ne faut pas qu'on se baisse le bras. Il ne faut pas qu'on baisse le bras. Hein? Il y a déjà une commission qui est là. Mais est-ce moi, que les défenseurs des droits humains au Mali même sont regroupés? On est regroupés. Ils sont unis? Pour avoir la loi, ce n'est pas une seule organisation qui a porté. On était plus de 40 c'était plus de 40 associations de défense des droits humains qui étaient là, qui a porté la loi. Une seule ne peut pas faire l'affaire. Donc, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. Ça nous touche tous les défenseurs des droits humains. Donc, c'est notre combat à nous. Mais maintenant, il faut qu'on se donne encore la main, constituer un groupe pour maintenant booster la volonté de ces décideurs-là, pour qu'on puisse avoir notre degré à pouvoir, comment je vais dire, enlever la malédiction de 10 ans après l'application de la proclamation de la loi. Parce qu'on dit qu'il faut attendre 10 ans. C'est par expérience que les gens le disent. Donc vraiment, pour notre travail, nous, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on sait qu'on agit par le bien de la population. Donc pour vous, l'adoption, c'est une urgence aujourd'hui pour que cette loi puisse être appliquée. Alors, M. Touré, aujourd'hui, est-ce que dans un conflit, par exemple, le Mali connaît une crise aujourd'hui, dans un conflit, est-ce que les groupes armés, les militaires maliens épargnent les défenseurs des droits humains? Moi, Il va répondre et après je vous donnerai la parole. Je ne veux pas répondre par oui ou non, mais je te signale que moi je suis un défenseur des droits humains. En 2014, au gouvernorat, je me suis retrouvé avec 7 balles. En 2014, quand je me suis retrouvé avec 7 balles, effectivement, je reconnais la bravoure et l'accompagnement des différentes organisations. Mais excusez-moi, est-ce que vous étiez identifiable comme défenseur des droits humains? J'étais identifiable parce que j'étais même en train de faire des recensements des victimes dans la ville de Kidal. Et j'avais même des gens, j'ai même recruté des gens qui m'aidaient aussi à faciliter cette tâche-là. Donc, et aussi, je te rappelle que qui dit syndicaliste aussi dit défenseur des droits humains. Donc, à Kidal, effectivement, quand j'ai été blessé et que je suis allé au CCRF, Centre de santé de référence, les travailleurs qui étaient là-bas, c'est les mêmes militants. C'est eux qui m'ont accueilli pour la première fois. Ils sont allés, ils m'ont enfermé même dans un bureau parce qu'ils me disaient qu'ils étaient désolés, d'autant plus que j'avais des balles, ils ne pouvaient pas opérer parce qu'ils n'avaient pas de radio. Ils ne pouvaient pas me faire la radiographie, ils n'ont pas ces appareils-là à nouveau. D'accord, excusez-moi d'insister, c'est pour mieux comprendre. Est-ce que vous aviez été ciblé ou est-ce que c'était lors d'une attaque que vous avez reçu ces balles-là? J'ai été ciblé. À Kidal, quand tu dis Modi Samba, on te dit que qui est Modi Samba, c'est le syndicaliste.
Vous voyez. Non, je veux comprendre. Est-ce que c'est une attaque qui a été menée contre le gouvernorat et vous étiez sur place au mauvais moment? Oui, une attaque qui a été menée contre le gouvernement, D'accord. j'étais sur place. C'est difficile de dire que on m'a ciblé directement, mais c'est-à-dire qu'il y a même des témoignages que j'ai eu à faire, ceux qui ont tiré sur moi, je me rappelle très bien. On m'a indexé. On m'a indexé, on lui dit le voilà, dit en tamashek. D'accord. Alors, est-ce que les défenseurs des droits humains sont identifiables au Mali? Parce que pour pouvoir les protéger, les différencier des autres, il faudrait que de loin, ils soient identifiables. Alors, est-ce qu'ils sont identifiables? Je dirais leur travail est identifié. Le travail de tout un chacun est connu dans son domaine. Parce que, comme vous savez, les droits humains, c'est assez large. Et chacun a des buts et des objectifs spécifiques. L'identification est obligatoire. Mais certains défenseurs, pour certains travaux, préfèrent rester vraiment dans l'ombre pour mener leurs activités, et ceux qui sortent dans la visibilité. Et dans la visibilité, il y a l'identification qui vient. Et quand on devient une menace, il faut vraiment trouver un médicament à cette menace-là. Et le travail effectué chaque jour, le fait de dénoncer ces cas, met chaque jour les personnes vraiment à un niveau d'insécurité plus élevé. Et parfois, en tant que défenseur, on n'évalue pas ce niveau parce que le travail qu'on a à faire de protection des autres, on oublie notre propre protection en tant que personne. Et c'est là qu'on est vulnérable. Alors que c'est nous qui sommes au centre des débats, c'est nous qui sommes avec les dossiers dans les petits couloirs pour dénoncer, pour qu'on puisse vraiment apporter gain de cause à ça. Dans cette identification qu'on fait en tant que personne, nous, on ne l'évalue pas. Mais les gens pour lesquels ce que nous dénonçons, cela sont identifiés, ils prennent le temps de l'identifier. Et là, maintenant, la personne devient jeune et les actes que la personne pose, parfois vraiment, contredisent un peu les pensées de certains acteurs. Alors, au-delà de la loi et de son application, aujourd'hui, la meilleure des protections semblerait être la sensibilisation et la compréhension des actions des défenseurs des droits humains. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sensibilisation par rapport à ce sujet, Madame Diallo? Vous aurez l'occasion de revenir sur cela tout de suite. Mais répondez d'abord à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, la sensibilisation également est faite par les défenseurs des droits humains sur leur travail? Sur leur travail aujourd'hui, ce que nous faisons tous les jours, c'est un travail de sensibilisation déjà. Parce qu'on quitte notre lieu notre confort pour aller se rendre dans des zones inconfort entre guillemets pour le travail. Tout ce que les messages que nous portons, ce sont des messages de sensibilisation tous les jours. Il n'y a pas un seul sujet sur lequel les défenseurs des droits humains travaillent. On travaille sur beaucoup d'autres sujets. Les sujets de sensibilisation, tous les jours, ça c'est le travail des défenseurs des droits humains. On les sensibilise sur des problèmes bien spécifiques. On les sensibilise également sur notre travail. Ce que nous faisons sur le terrain. Quand on va sur le terrain, par exemple, la sensibilisation de la population, c'est très important pour notre protection. Est-ce que vous êtes en train de dire que toute la population malienne sait ce qu'est le travail des défenseurs des droits humains? Toute la population malienne le savent très bien. Même si il y en a qui ne comprennent pas. Parce que tu as beau à les expliquer. Moi, je ne parle pas que qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas leur problème. Ils vont dire que ce n'est pas notre problème parce que ce ne sont pas notre zone de confort, notre travail. Donc, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas dire qu'on sait. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un. J'ai un problème. Je sais que telle personne travaille dans tel domaine. Je sais si je m'approche, la personne peut quand même régler mon problème. Est-ce que la protection de cette personne n'est pas plus importante? D'accord. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la sensibilisation des populations, des autorités, a atteint une limite? Moi, je dirais que pour un processus de compréhension, le changement, la communication, l'information est très importante. Mais il faut savoir, il faut avoir parfois un environnement qui te permet de faire cette sensibilisation et cette communication.
Au Mali, je pense que, de mon point de vue d'espérant, c'est que les gens n'aiment pas aborder parfois les sujets sensibles. Les gens n'aiment pas parfois être informés sur des sujets qui concernent une personne en tant qu'être humain. Donc, la sensibilisation se fait, mais c'est un processus. Ce n'est pas un processus qui prend un impact immédiat. Le travail qui se fait, les gens le connaissent. Les gens sont informés. Mais comme Mme Diallo a eu à le dire, c'est-à-dire c'est le manque de volonté qui crée le problème. Parce que l'information, il est donné, la sensibilisation est faite, les campagnes sont faites, et je pense que tout le monde suit. Mais ce qui, pour moi, entrave cette communication parfois, c'est les mauvaises informations, les mauvaises interprétations, la manière dont les gens voient ce travail, en fait. Parce qu'il faut connaître les droits humains, il faut aussi comprendre les lois et l'importance du respect de ces droits humains dans la société. Et quand tu mets tous ces facteurs ensemble, parfois, les gens ne comprennent pas. Ils restent toujours dans l'endroit où ça leur convient le plus. Donc, ce que moi je propose en termes de solution, c'est vraiment de redoubler beaucoup plus d'efforts pour une meilleure sensibilisation. Le problème des défenseurs des droits humains, ce n'est pas le Mali, c'est un peu universel. Est-ce qu'ils ne comprennent pas ou est-ce que c'est la langue dans laquelle généralement les sensibilisations sont faites qu'ils ne comprennent pas? Moi, j'évoque toujours la langue. Pourquoi? Parce que je trouve que la langue est très importante. Moi qui suis dans mon village, je parle le Peul, je comprends le Peul, mais quand tu donnes des informations en Bambara, c'est pas fait pour moi. Quand tu donnes des informations en français, c'est pas fait pour moi. Il faut vraiment adapter dans mon contexte. Il faut connaître mon contexte dans lequel, comment formuler le message. Un message que moi j'adresse peut-être pour une cible qui est de Bamako, je ne vais pas formuler le même message. Peut-être qu'il y a une réalité différente d'une personne qui est à Kidal. Et la manière de communiquer est très importante parce que beaucoup font la communication, font diffuser les informations vraiment de façon vraiment très très limitée et qui font en sorte que les gens ont des interprétations différentes. Donc, il faut vraiment revoir les stratégies vraiment de sensibilisation, de communication. Mais il faut faire comprendre aux gens que les droits humains, c'est pour tout le monde. Et il n'y a pas de distinction en termes d'être humain. Que je sois chrétien, que ce soit une autre race, que je sois une personne de petite taille, que je sois albinos, tous les gens sont inclus dans les droits. Et c'est important que chacun se voie dans ça et sache que chacun a un rôle à jouer pour ce respect. Parce que c'est tout le monde. Il y a des acteurs qui sont les défenseurs, qui sont devant cette lutte. Mais en fait, c'est un truc qui commence par tout le monde, parce que ça commence ce soir. Chacun de nous doit comprendre cette notion et savoir que si on veut avoir un monde juste et équitable de paix, il faut vraiment que tout le monde sente que ses droits sont respectés et qu'il y a une justice pour le pays. D'accord. Vous proposiez des solutions? Oui, j'ai donné des solutions. Je laisse les autres aussi un peu parler. Allez-y, Madame Diallo. C'est quoi la solution aujourd'hui, au-delà de l'application de la loi? La solution, pour moi, on en a un peu parlé ici. Donc, pour moi, quand on élabore ou bien nos messages de sensibilisation, déjà, quand un défenseur de droits humains va déjà sur le terrain, il ne va pas comme ça. On fait d'abord une sensibilisation. Quand on va sur on veut aller de quitter d'un point A à un point B. Donc, on fait des sensibilisations. Certes, pas par moi, ma personne qui ne connaît pas, qui ne comprend pas la langue Peloué, la langue Touareg, mais pour quelqu'un de là-bas qui connaît déjà le processus, qui va faire la sensibilisation de la population avant moi, mon arrivée sur le terrain. Donc, vous cherchez des points focaux? On en a toutes les organisations, presque toutes les grandes organisations ont des points focaux qui font la sensibilisation sur le terrain. Donc, quand vous posez la question si les gens sont suffisamment sensibilisés au travail des défenseurs des droits humains, moi, je réponds par oui. Il y a une manque de volonté. Peut-être il y a une manque de volonté qui est là. Donc, vous pensez que les défenseurs des droits humains sont irréprochables, ce sont les autres qui sont réprochables? Je ne parle pas de... Non, je parle pas de dire qu'on est irréprochable. Non, tout le monde a quelques failles quelque part. Je ne parle pas de ça. Mais quand il est question de notre travail, la sensibilisation, moi je pense que c'est fait.
c'est fait, mais on peut encore accentuer, encore faire à travers nos points focaux, tenir des séances de formation, pas des formations, mais des conférences de partage avec la population pour leur parler de l'impact de notre travail. Qu'est-ce que nous faisons en tant que défenseurs des droits humains? Le travail que nous faisons, ce n'est pas pour nous. On le fait pour eux. D'accord. Alors, Monsieur Touré, est-ce qu'il est prévu par les défenseurs des droits humains une rencontre de façon globale avec la population, les autorités pour discuter autour de tous ces sujets? Effectivement, pas les populations. En toute sincérité, tu sais, vous avez parlé de sensibilisation. La sensibilisation, le rôle des défenseurs des droits humains sont connus partout. Et rien que, je te le jure, même dans le quartier, même dans un grain, quand quelqu'un explique que moi j'ai ce tel problème, directement tu trouves quelqu'un dans le grain qui va t'orienter vers celui qui peut résoudre le problème. C'est comme ça, le Mali même, notre société, nous vivons sur ça. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, moi je crois qu'il faut... Mais est-ce que le fait de penser ainsi, en se disant déjà que tout le monde connaît nos rôles, il ne faudrait même pas se lancer dans la sensibilisation, est-ce que ça ne limite pas vos actions? Non, c'est-à-dire que la sensibilisation, Assaba l'a dit, la sensibilisation, là, c'est notre travail même. Le rôle même du défenseur des droits humains, là, de tous les jours, c'est la sensibilisation. On sensibilise, on oriente. Parce qu'il y a des cas qui peuvent dépasser notre compétence. On les oriente aussi à d'autres compétences. Par exemple, il y a aujourd'hui, on a une chance, c'est ce que j'avais dit, on a la Commission nationale des droits de l'homme, qui aujourd'hui est considérée comme une institution de la République. Donc maintenant, là où nous en sommes, il faut vraiment que cette CNDH aussi s'active aussi à descendre sur le terrain et accompagner les autres organisations, parce que des organisations comme le RDDH, des organisations comme la COMADDH, qui sont répertoriées, qui sont au niveau de tous les cercles, au niveau même de certains villages. Donc vraiment, moi je crois que les différentes organisations de défense des droits humains doivent s'accompagner, doivent se donner la main aussi. Il y a ce qu'on appelle aussi le cadre de concertation que la CNDH organise avec les organisations membres chaque mois. Donc de là aussi, moi je pense que pour la promulgation de la loi, ce n'est qu'un truc de manque de volonté politique. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas élargir ce cadre de concertation à la population, aux autorités et tous? Mais c'est élargi. C'est élargi. Ça se fait à longueur de journée. Ce n'est pas seulement la CNDH. Même la COMADDH en fait sur le terrain. Chaque jour, quand tu regardes le journal, le journal ne va pas finir, tu ne vois pas une rencontre intercommunautaire qui a été initiée par une organisation de défense des droits humains. C'est très rare. C'est très rare. C'est ça même notre travail. C'est ça même notre travail. Mais seulement, les organisations, les tailles ne sont pas les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes. Il y en a d'autres qui ont plus de moyens que d'autres, donc obligatoirement plus visibles que d'autres. Donc moi, je crois que c'est là où je vais en intervenir, quoi. D'accord, Alassane Traoré, quelle est l'urgence aujourd'hui? Aussi, vous m'excusez, il faut aussi s'allier l'État, parce que l'État en comprend plus que tout le monde. Au moment où il y avait la Commission nationale, il y avait le ministère des droits de l'homme. Le ministère des droits de l'homme a répertorié certains, a même commencé à répertorier certains à qui on a donné des médailles. Des médailles de reconnaissance de l'État dans le travail. D'accord, M. Traoré, quelle est l'urgence aujourd'hui? Oui. Moi, je pense qu'en termes de quoi? L'urgence en termes de... Pour pouvoir protéger et faciliter le travail des défenseurs des droits humains. Moi, je pense qu'en termes d'urgence, il y a Mme Diallo et les autres qui ont parlé de l'application de la loi. En termes d'urgence, je pense qu'il faut vraiment cette autonomisation des défenseurs des droits humains. Parce qu'un défenseur des droits humains ne doit pas avoir des freins. C'est-à-dire, quand tu travailles pour un gouvernement ou pour une organisation, parfois ça te freine. Parce que là, tu es là pour une cause. Et quel que soit vraiment le sujet, quelle que soit la personne, tu dois être capable d'avoir cette liberté pour défendre la cause. Et on sait que dans les quotidiens, les lois sont là, la sensibilisation est faite. Ça, moi je suis d'accord avec ça. Mais la question c'est que on ne voit pas sur le terrain cette protection qui existe en fait. Sur le terrain, c'est autre chose. Parce qu'on peut avoir un test qui est créé. Mais dans le quotidien, tu es confronté à beaucoup de problèmes. Et quand tu te fais arrêter par un policier, c'est pas parce qu'il ne sait pas quel est le travail que tu effectues. Mais en fait, le travail que tu effectues, peut-être
crée un problème parce que lui, il viole quelque chose et toi, tu as le droit de dénoncer ça. D'accord. Merci beaucoup Alassane Traoré de la coalition anti-sida, Madame Diallo Assaba Keïta de la coalition malienne de défense des droits humains et Monsieur Modi Samba Touré de l'UNTM Kidal et de la coordination malienne des organisations des victimes civiles. Débat réalisé par Studio Tamani en partenariat avec Frontline Defender à la régie audio et vidéo Nouhoum Djiré et Petit Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Mauni. Shenni Beri Sigi Kafoba.